C'est un article de The Ringer, et en gros, ça parle de la fin de ce qu'eux ils appellent le cheat code des analytics. Et la prémisse de l'article, en gros, alors je sais pas si c'était écrit par son éditeur ou par lui-même, mais en gros, c'est l'idée de dire que les lay-up, donc les tirs au panier, les lay-up et les tirs à 3 points, ont été jusqu'à présent des excellents indicateurs du niveau de succès d'une équipe, notamment offensivement évidemment. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Et donc, pourquoi ce lien a-t-il disparu et vers où cette évolution va-t-elle nous mener? Voilà, en gros, c'est là-dessus qu'on part. Et même son point d'entrée à lui, hein, à l'auteur, à Zach Kram, il commence à nous parler de Houston et de Brooklyn, et ça va concerner ce qu'on appelle le local effective field goal. Mais peut-être avant qu'on rentre complètement dans ce détail-là et dans l'article en lui-même, peut-être faire un petit point que lui ne fait pas. Est-ce qu'on peut expliquer très rapidement, Antoine, qu'est-ce que l'IFG déjà, avant de parler du local IFG, qu'est-ce que l'IFG? L'IFG, c'est d'essayer de toujours rester sur un terme qui essaye de parler d'adresse. On voit bien l'adresse au tir. Vous avez marqué 4 de vos 10 tirs, vous aurez 40% d'adresse. Le problème toujours avec cette adresse, c'est qu'en réalité, elle ne fait pas la différence entre un 2 points et un 3 points. Alors que typiquement, si on reprend l'exemple du joueur qui a fait 4 sur 10, s'il a fait ses 4 sur 10 à 2 points ou ses 4 sur 10 à 3 points, en termes comptables, ça ne vaut pas du tout la même chose. Donc c'est vrai que l'idée de l'IFJ, c'est d'essayer d'incorporer les 3 points. En réalité, avec l'IFJ, on est sur un pourcentage, mais si vous mettez 100% de vos tirs et que 100% de vos tirs sont à 3 points, imaginons que vous faites un match, vous êtes à 3 sur 3, à 3 points, c'est les seuls tirs que vous ayez pris, vous aurez un IFJ de 150%. Pour le coup, c'est le maximum à tenir. Donc on essaye de garder cette habitude qu'on a pris au basket de parler de l'efficacité d'un joueur avec le pourcentage des tirs qu'il a marqués, mais en essayant un peu là de tricher d'un point de vue mathématique, en incorporant la valeur du 3 points. Donc en réalité, l'IFJ, c'est d'essayer de voir un peu l'efficacité au tir qu'un joueur peut avoir sur le terrain, en excluant pour le coup la partie lancer franc qui amène vers une autre statistique. Mais voilà, l'IFG, c'est grosso modo tous les tirs pris sur un T1 en dehors des lancers francs, donc vraiment en cours de jeu, d'essayer de voir l'efficacité d'un joueur quand il prend ses tirs, ou d'une équipe. D'une équipe, ouais, tout à fait. Et donc c'est vrai que c'est un field goal normal, donc nombre de paniers marqués par rapport aux tentatives, mais ajusté pour le 3 points. Et donc c'est ce qui permet de rendre compte effectivement de la production d'une équipe. Et donc on a aussi une nouvelle stat, et notamment qu'on peut trouver sur Cleaning the Glass, que Ben Folk justement a appelé le local effective field goal, ou l'effective IFG local, hein, on peut le dire en français. Et ça, c'est encore une fois, alors c'est un pourcentage, mais c'est pas non plus il y a encore un piège parce que c'est pas un vrai pourcentage qui a été fait réellement. En fait, c'est un pourcentage théorique. C'est ça, hein, c'est par rapport au profil de tir de l'équipe. Exactement. C'est là pour le coup, Ben Folk divise le terrain en plusieurs zones. Ça peut reprendre les shot maps qu'on peut voir des fois un peu partout sur Internet, ou en disant en proportion, cette équipe-là, elle a pris tant de pourcents ses tirs, je sais pas, sous le panier, la zone des lay-up. La réussite moyenne de la ligue est de tant de pourcents sur les lay-up. Donc j'applique cette pondération à chaque fois. Idem pour le 3 points, idem pour le mi-distance court, le mi-distance lointain, les corners à 3 points, etc. Et ce qui fait que, en regardant un peu la répartition des tirs qui ont été pris, un peu le volume dans chaque zone, et si on prend la réussite moyenne de la ligue dans chacune de ces zones, ça nous amène là aussi à un IFG, et qui pour le coup est complètement indépendant de qui a pris le tir, dans quelle situation, etc. Non, là c'est juste le tir a été pris dans telle zone, la moyenne de la ligue c'est tant. Donc on considère que si on fait ça pour tous les tirs de l'équipe, entre guillemets, on aura une efficacité. On essaie de mesurer, on va dire, la qualité des tirs pris. Bon, on voit quand on explicite ça à quel point ça reste un proxy très imparfait, mais mine de rien, j'avance un peu plus loin dans l'article, ça paraît bête comme ça, et pourtant ça a été pendant longtemps, je dirais pas une mesure de la qualité offensive d'une équipe, mais un indicateur qui, clairement, si vous preniez ces tirs dans les bonnes zones, vous étiez plus susceptible de mieux réussir offensivement que l'inverse.
Oui, c'est ça, ouais. Donc c'est vraiment un pourcentage très théorique. On regarde où les tirs ont été pris et on dit, par rapport à où ces tirs ont été pris, on leur applique le pourcentage moyen de NBA et en gros, c'est censé donner ce IFG. Voilà, c'est vraiment un truc théorique. Si tu shootes à la moyenne par rapport aux tirs que tu prends, dans les zones que tu prends, ça donne ça. Et donc, comme tu dis, c'est vrai que pendant longtemps, ça a été un très très bon indicateur un prédicteur des performances d'une équipe. Et là, c'est vrai que donc c'est un peu comme ça il attaque son article, c'est qu'il prend l'exemple de Houston, qui actuellement en 2022 a pour l'instant le meilleur local IFG, donc l'IFG local, le premier de NBA. Donc, entre guillemets, on pourrait dire la meilleure sélection de tirs de NBA, on pourrait le formuler comme ça. Et de l'autre côté, il prend Brooklyn, qui est assez mauvais au niveau de ce local IFG, je crois qu'ils sont 28e. Et pourtant, quand on regarde très concrètement, cette fois non plus le pourcentage théorique que l'équipe est censée faire d'après son profil de tir, si on prend l'IFG réel, donc sa réelle réussite par rapport au tir qu'elle a pris, ben là on voit que en fait on a l'inverse. On a totalement l'inverse entre Houston qui a une très bonne sélection de tirs, qui prend les tirs aux bons endroits, les 3 points, les lay-ups, mais qui pourtant n'est pas si bon que ça au niveau de l'IFG réel. Je crois qu'ils sont 25e ou 26e même, ou c'est peut-être à l'offensive rating qui sont pas très bons. Mais bref, et à l'inverse, on a Brooklyn qui, malgré ce profil de tir, entre guillemets, pas du tout analytics friendly ou pas du tout orienté optimisation, notamment avec beaucoup de tirs à mi-distance, mais eux pourtant, ils ont un IFG réel, donc une réelle efficacité qui est très très bonne. Ils sont 6e au niveau de l'IFG réel en NBA. Et donc c'est vrai que c'est un peu comme ça qu'il démarre en disant que c'est un peu un paradoxe, en tout cas semblerait-il, puisque c'est l'indicateur auparavant aurait dû suggérer que Houston, en prenant entre guillemets les bons tirs, aurait dû avoir la meilleure attaque, et que Brooklyn, en prenant des tirs beaucoup moins rentables ou les moins bons tirs, il aurait dû avoir une production beaucoup moins bonne. Et c'est vrai que tu veux que je te lance sur le graphe en question, tu nous expliques un peu? Ouais, donc c'est vrai que en tout début d'article, il y a un graphe c'est là où en fait réside tout le cœur de ce qui est démontré, c'est que le graphe fait une corrélation entre votre adresse réelle à la fois au sens de l'IFG et à chaque fois concrètement quelle est votre efficacité sur les tirs que vous pouvez prendre, donc la pratique, et de la comparer à cette même adresse, mais théorique pour le coup. Donc d'un côté l'IFG, de l'autre côté ce qu'on appelait le local IFG, où on va dire typiquement si vous prenez, pour reprendre l'explication précédente, si vous prenez les tirs, vous shootez partout dans la moyenne de la ligue, vous aurez normalement votre IFG et votre local IFG seront identiques, quoi. Mais du coup, ce que fait l'auteur, c'est il s'amuse à faire une corrélation au fur et à mesure des années avec les 30 franchises pour essayer de mesurer, effectivement, si vous prenez les tirs dans les bonnes zones, vous aurez tendance en fait à avoir une adresse réelle, une efficacité au tir qui est très bonne. Et en réalité, donc les données de Cleaning the Glass remontent à 2004-2005, et on peut dire que de cette saison-là, donc qui remonte à plus de 15 ans quand même, jusqu'à 2017-2018, la corrélation entre ces deux facteurs était positive. Ce qui veut dire qu'il y avait un lien, entre guillemets, prendre les tirs dans les bonnes zones se révélait être un bon indicateur de votre succès derrière, puisqu'on tourne autour des 0,4, 0,5 de corrélation. Corrélation, si la corrélation était parfaite, on serait à 1. S'il n'y aurait pas de corrélation du tout, on serait à 0. Si la corrélation, au contraire, était négative, on serait à moins 1. Là, le fait d'être à 0,5, peut-être un peu, on est peut-être plutôt autour des 0,4 de moyenne sur ces 15 années, un peu moins de 15 années, 12, 13 années. Il y avait vraiment un lien fort entre les deux, ce qui fait que, je sais pas pour toi Guillaume, mais pendant longtemps, moi, c'est vrai, quand on présentait les équipes à l'écho des parquets, c'était un peu un réflexe. Voir où est-ce que les tirs sont pris. Alors bien évidemment, ne pas s'arrêter là-dessus, mais de se dire, bon voilà, comment ça s'explique et est-ce que ça peut être en lien directement avec leur efficacité réelle. Entre guillemets, voilà, ok, vous prenez beaucoup de tirs à mi-distance, mais en réalité, ok, vous les mettez peut-être bien, mais le volume est tellement grand que, ok, vous avez beau les mettre à plus de 40%, ce qui est plutôt bien,
En réalité, vous en prenez tellement que vous enlevez les avantages du 3 points, des lay-up, et que certes dans votre zone vous êtes bon, mais grosso modo vous prenez trop les tirs dans les mauvaises zones, et ce qui fait qu'en fait vous avez un désavantage par rapport au reste de la ligue. Et donc du coup, on a vu cette corrélation s'établir de 2005 et sans doute même avant. Hein. Les données ne remontent pas à 2005, hein, avant 2005. Et de 2005 à 2017, on voit une corrélation forte. Et après 2017-2018, on voit une véritable chute s'opérer, où dès 2019, on est déjà, on va dire, on descend, donc on était autour des 0,4. En 2019, on doit être, j'imagine, quand je vois le graphe, autour des 0,15, 0,10 en 2020. Et ces 2 dernières années, 2021 et la saison en cours, on est même très légèrement dans le négatif, quoi. Preuve que depuis 4 saisons, donc un échantillon qui est quand même pas faible, hein, c'est pas juste une anomalie d'un an, c'est pas juste l'effet bulle, l'effet il y a pas de fans dans les arènes, etc. Ça fait 4 ans qu'on est en train de voir que, en réalité, se contenter de juste prendre les tirs dans les bonnes zones n'est plus forcément un bon indicateur de votre efficacité au tir ensuite. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que pendant, en tout cas, les données sont disponibles, comme tu dis, depuis 2005, mais ça devait être daté d'avant. Entre 2005 et 2017, on a en gros, si tu prends les bons tirs, il y a de très fortes chances que tu sois parmi les meilleures attaques. En gros, c'est à peu près ça. Je résume grossièrement. Et après 2017, on voit que ce lien de corrélation, il se gamelle de manière assez spectaculaire. Hein. Sur le graphe, on voit que on avait une zone assez stable avec des petites fluctuations et que d'un coup, en fait, ça se dégringole et qu'aujourd'hui, 2020-2021, en fait, il n'y a plus du tout de corrélation entre le fait d'avoir un bon profil de tir, de prendre, entre guillemets, les bons tirs, les tirs rentables à 3 points et les lay-up, et le fait d'être une bonne attaque et de mettre de mettre les tirs. Parce que là, on n'a pas dans l'IFG, il n'y a pas les lancers francs, mais bref, grossièrement, c'est ça, c'est que on a perdu ce lien entre prendre les bons tirs et être une bonne attaque, et donc, on peut le faire dans le sens inverse aussi. Les bonnes attaques ne sont pas forcément celles qui prennent absolument que des bons tirs au profil très analytics, quoi. Et c'est vrai que on peut citer des exemples, mais déjà cette année en 2022, on a par exemple Minnesota qui a le 3e local IFG, le meilleur de NBA, mais qui n'est que 25e sur 30 au niveau de l'IFG réel. OKC 6e au pourcentage théorique, mais que 29e sur 30 dans la réalité. Détroit 10e au théorique, mais que 30e sur 30 au niveau du réel, etc., etc. On a dans l'autre sens une équipe comme Phoenix qui a le pire profil de tir en termes de rentabilité de toute la NBA, mais qui pourtant est 3e au niveau de l'efficacité réelle par rapport à ses joueurs. Brooklyn, c'est un peu pareil. Miami, c'est un peu pareil. Et je sais pas si tu te souviens, mais on a commencé un peu à se faire la réflexion, notamment avec le Dallas de Doncic. C'était l'année où la première année où Doncic et Dallas battent plein de records, et notamment battent le record offensif all-time, l'offensive rating, le record de l'offensive rating. Déjà à l'époque, on voyait que, en fait, malgré ces performances extraordinaires en attaque, ils n'avaient pas un IFG local, et donc un IFG théorique par rapport au tir et à la rentabilité des tirs, qui était si bon que ça. Donc c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même pas mal de trucs comme ça. Il nous dit aussi une autre stat qui est assez intéressante, c'est que en 2018, le top 6 des équipes au niveau de la qualité des tirs, on voyait qu'il y avait le fait de prendre ces bons tirs, ça donnait un net avantage par rapport aux autres, alors que aujourd'hui, le top 6 des équipes qui prennent les tirs les plus rentables, encore une fois, cet avantage est quasiment néant. Donc encore une fois, il accumule un peu pas les preuves, mais les éléments qui nous font dire qu'effectivement, on a perdu ce lien de corrélation entre le fait de prendre des bons tirs et le fait d'être une attaque qui met ses paniers. On pourrait le dire comme ça. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que quand on présente les équipes, il y a cette tentation qui existe de se dire, est-ce que c'est pas au final un peu une exception momentanée? Ok, Brooklyn et Phoenix, en effet, ont des sélections de tirs qui penchent énormément vers le mi-distance, et que comme la moyenne de la ligue au mi-distance n'est pas très bonne, forcément, si on utilise la moyenne de la ligue avec un gros volume au mi-distance, oui, c'est pas censé amener à une attaque, du moins des tirs très efficaces, quoi. Mais on se dit, oui, ok, d'accord, mais il y a Kevin Durant d'un côté,
De l'autre côté, il y a Chris Paul, Devin Booker. Voilà, est-ce que c'est pas juste au final quelques équipes? Minnesota, ok, ils ont une très bonne sélection de tir, Houston aussi, mais bon, à Minnesota, le 3 points, ça rentre pas du tout. Du côté de Houston, ok, il y a une sélection de tir, une certaine idéologie, mais le talent n'y est clairement pas. Voilà, il peut y avoir ce réflexe-là, surtout que si on regarde l'histoire, des exceptions, il y a toujours eu. Attends, tu veux dire qu'on serait peut-être dans un cas de figure où les extrêmes seraient tellement extrêmes que finalement ça pourrait foutre en l'air un peu les résultats, quoi. Bah, tu sais, tu te dis au final il y a que 30 équipes. C'est pas un échantillon de 100, 200 équipes comme on peut avoir des fois les moyennes universitaires tellement qu'il y a d'équipes en division 1. Ouais. Là, on se dit bon, il y a 30 équipes, à quel point au final 2-3 équipes, un peu de chaque côté, ne peuvent pas modifier complètement la donne. Et c'est vrai que je sais pas si tu as été regardé un peu dans le passé, mais des exceptions, dans un sens ou dans l'autre, on en a eu. En 2016, l'année où les Warriors vont faire leurs 73 victoires, les Spurs font une excellente année aussi, une année quasiment historique, et ils sont la deuxième meilleure attaque, avec pourtant un local IFG qui disait vous devriez avoir la dernière attaque de la ligue. Moi, j'avais aussi les Spurs du Beautiful Game de 2014. Ils étaient pas mauvais, mais ils étaient juste milieu de tableau, quoi, au niveau de cet effet de IFG théorique. Ouais. C'est pareil, ouais. Et à l'inverse, on peut prendre une équipe, le Philadelphie de Sam Hinkie, de la reconstruction, qui ressemble un peu à ce qui est fait à Houston aujourd'hui, où il y avait une claire optimisation. Et je sais pas si à un moment ils ont été premiers, mais là j'ai pris une année au hasard parce que je me rappelais plus de l'année précise. Mais en 2015, oui. ils ont beau avoir le deuxième local IFJ, ils sont la 29e attaque de la ligue, quoi. Même en 2014, il me semble. Même dès l'arrivée de Sam Hinkie, il y a cette recherche du profil de tir. Exactement, oui. Donc ça, il y a cette idée de se dire, mais voilà, est-ce que cette année c'est pas des exceptions? En fait, on voit que dans le passé, des exceptions il en existait déjà et que globalement, même s'il y a des exceptions, ça explique pas les 4 saisons, ça explique pas que globalement on a vécu quasiment pendant 15 ans avec donc peu importe les exceptions au fur et à mesure qui allaient, qui revenaient, et qu'on avait toujours cette corrélation un peu autour des 0,4 qui était constante, et que là 4 saisons quasiment d'affilée, on a un local IFJ qui grosso modo ne veut quasiment plus rien dire, quoi. Donc cette idée des exceptions, non, le volume statistique est là. Une ou des exceptions ne sont a priori pas suffisantes pour casser ce lien. Et voilà, donc c'est vrai qu'il est temps de se dire, on a un échantillon suffisant, on peut vraiment prendre de vraies conclusions par rapport à ce qui est présenté. Donc ça, c'est le constat de Zach Kram, c'est de dire que cette corrélation entre prendre des tirs rentables et être une bonne attaque qui met ses tirs, cette corrélation n'existe plus. Maintenant, le point central de son article, c'est aussi la thèse de dire, alors ça, moi là-dessus, j'étais pas hyper surpris, mais c'est vrai qu'au moins il a le mérite de très bien l'expliciter, c'est que, en vérité, le truc qu'il avance, c'est que la NBA, ce qui peut un peu résoudre ce problème, c'est que la NBA aujourd'hui s'est complètement adaptée et a totalement intégré, et même elle applique totalement les principes, notamment et les leçons des analytics, et que voilà, l'idée c'est que aujourd'hui en fait tout le monde s'est mis un peu à jour, et que du coup le fait d'avoir un profil analytics, c'est plus tant que ça un avantage, parce que c'est plus une exception, c'est la norme. Donc finalement ce n'est plus du tout un avantage. C'est un peu ça la thèse de l'article. Oui, c'est cette idée de l'avantage, que pendant longtemps il y a eu un avantage compétitif, concurrentiel plutôt, qui était là, qui était prêt à être saisi par tout le monde, mais il n'y avait pas, on va dire, ce côté, je veux dire, le 3 points, il a été intégré depuis longtemps, même si on remonte à 2005, quoi. Mais il n'y avait pas, on va dire, cette conscience d'en faire une priorité et d'avoir, on va dire, que ça soit le recrutement, les stratégies, la formation, vraiment cette idée d'appuyer au maximum vers le 3 points. J'appellerais presque ça une conscientisation du fait que non, il y a vraiment, c'est vrai que l'image souvent qui revient chez les Américains, c'est low hanging fruit, donc c'est-à-dire voilà une baie ou un fruit qui est pas forcément très haut, qui pend de manière assez basse et qui est directement mûr, prêt à être récupéré. Pendant longtemps, le 3 points, en fait, ça a été ça, quoi. On sait que sur tout le passage de Daryl Morey à Houston, il y a eu cette idée, voilà. Apparemment, c'était
c'était très connu. Voilà, sous l'ère Harden, il recherchait absolument les lay-ups et le 3 points. Et oui, bon, c'est vrai que quand vous avez une attaque menée par Harden, même à ses débuts, on avait déjà un excellent joueur offensif. Forcément, vous avez des bons résultats, mais c'est vrai que sur toute la période, avec quand même des changements d'effectifs autour de Harden, je crois qu'il y a qu'une seule année où ils n'ont pas été dans le top 10 offensif, quoi. Et on voyait bien que eux, il y avait vraiment cette idée de prendre beaucoup de 3 points, et ils ont eu cet avantage où, des fois, avec des effectifs un peu moins talentueux, réussir à avoir de très bons résultats parce que, tout simplement, ils prenaient des tirs, ils avaient une idéologie qui était d'aller vers ce 3 points, là où le reste de la ligue n'était pas encore vraiment prêt, n'y voyait pas l'intérêt ou était sceptique. Eux, ils ont été massivement, et ils ont eu cet avantage concurrentiel pendant très longtemps. Et sauf que, voilà, du jour où tout le monde commence à saisir cet avantage, si tout le monde l'a saisi, entre guillemets, c'est qu'il y a plus de marge à prendre, il y a plus d'avantage concurrentiel qui existe. Tout à fait, ouais, c'est ça, c'était un avantage concurrentiel, mais sauf que quand la concurrence se met à jour, du coup, il y a plus, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Donc tu perds totalement cette valeur-là. Ben Folk a été interrogé, je pense, pour cet article, et il nous dit aussi la même chose. La ligue est devenue beaucoup plus homogène au niveau de la répartition des tirs. Donc, calculer l'allocation et la répartition, le profil des tirs d'une équipe, en fait, ça ne nous apprend plus grand-chose. Et Ben Folk, encore une fois, le chef de Cleaning the Glass, c'est le fameux site Cleaning the Glass qui nous donne ce local IFG. Et donc lui, le chef de Cleaning the Glass, nous dit que c'est vrai que pour l'instant, on est dans une période où ça nous donne plus trop d'informations intéressantes. Et ça m'a fait rire. Il cite un peu il cite carrément les comment ils s'appellent, Indestructibles, non, je me souviens plus du nom du dessin animé. C'est ça, où le méchant, il veut donner des pouvoirs magiques à tout le monde. Comme ça, il y aura plus de super-héros, quoi. Et qu'en fait, si tout le monde est un super-héros, plus personne ne l'est. Et c'est vrai que l'exemple est assez marrant et assez frappant, formulé comme ça. Il y a aussi une autre manière de le dire, c'est tu sais la fameuse phrase au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. En fait, on est dans une NBA où il y a plus d'aveugles en fait. Et donc du coup, il y a plus d'avantages, quoi. Et du coup, c'est vrai que on a vraiment cette notion que avoir un profil de tir qui était dit avantageux à l'époque, jusqu'à il y a très récemment, qui était vraiment appelé avantageux, donc prendre des 3 points et aller au lay-up, c'était précisément avantageux parce que les autres ne le faisaient pas. Et c'est vraiment ça la notion centrale. Mais que si tout le monde commence à prendre des 3 points et aller au panier, il n'y a plus du tout d'avantage par rapport à la concurrence. Et c'est vraiment ça le point central de cet article. Et c'est vrai que là-dessus, sur ce constat-là, on est un peu obligé d'être un peu en accord quand on voit la manière dont, surtout sur ces 3-4 dernières années, la manière dont les tactiques et les styles de jeu ont évolué pour tendre un peu vers ça, quoi. Je sais pas si tu veux intervenir ou sinon je donne les chiffres. Vas-y, donne les chiffres et j'interviendrai après. J'avais relevé un peu les chiffres au niveau des répartitions des tirs depuis. Alors j'ai fait des 2005, 2010, 2015, 2021. 2005 à 2021, par tranche de 5 ans, les tirs au panier c'est 32, 33, 36, 34. Donc ça, assez stable, on peut dire. Les tirs à 3 points, ça a complètement explosé. 2005, c'était 19%. 2010, 21%, donc pas trop bougé. 2015, 25%, un peu plus bougé. Et là, en 2021, 36%. Donc, il y a un vrai bond en 5 ans assez phénoménal. Et l'inverse, évidemment, c'est que, mécaniquement, c'est le principe des vases communicants, c'est que les tirs à mi-distance, eux, se sont totalement dégringolés. Et on en parlera un peu plus tard de ces... Il en parle dans cet article des tirs à mi-distance. Mais ça passe en 2005, c'était carrément 50% quasiment des tirs qui étaient pris à mi-distance, 49. Donc un tir sur deux, c'était mi-distance. Et on arrive en 2021, c'est à peine 30%. Avec, encore une fois, en 2015, on était encore à 40%. Et donc 5 ans plus tard, on a perdu 10%. Donc l'évolution, elle s'est faite depuis 2005, mais même surtout entre 2015 et 2021, 2020. Donc c'est vraiment un phénomène qui est très très récent, on pourrait dire. C'est ça, très très récent, et c'était les années où justement par rapport à ce que je disais en introduction, où voilà, Curry il arrive et en fait on est au début d'un phénomène où en réalité c'est pas parce qu'on, excepté quelques exceptions, depuis l'introduction il y a 3 points, en général la saison suivante on prenait plus de 3 points que la saison précédente. C'était
Vous pouvez regarder, c'est un peu une courbe en évolution constante, quoi. Mais sur cette tranche-là, on a quasiment vécu une accélération, quoi. C'est pas juste on prenait plus de 3 points, non, on en prenait plus, mais vraiment beaucoup plus, quoi. Et l'année qui suivait, ainsi de suite, quoi. Et bon, forcément, hein, comme on est sur un jeu à somme finie, on peut à un moment, de toute façon, s'il y a 100% des tirs, on veut pas aller plus loin. Bon, là, on sent qu'on commence à arriver vers les 40% et que cette accélération n'est plus. On est plutôt sur un ralentissement, mais malgré tout, on prend quand même toujours bien et sur l'autre plus de 3 points. Et c'est vrai que c'est là où ça a amené un phénomène où c'est des années où c'était toujours un peu difficile de savoir est-ce qu'on doit défendre la ligne à 3 points absolument, ce que mettaient en avant notamment les défenses en switch, ou au contraire, est-ce qu'il fallait plutôt protéger l'arceau coûte que coûte? Est-ce qu'on n'avait pas trop réagi à cette menace du 3 points, qui pour le coup était un peu le modèle de ces dernières années des Bucks ou des Raptors, et on sentait bien que ça tâtonnait un peu dans les deux sens et qu'on n'arrivait pas encore à déterminer qu'est-ce qu'il fallait vraiment faire, quoi. Donc c'est vrai que je pense qu'on en est aujourd'hui, on a beau être en 2022 et vu qu'il y a eu les effets bulles et compagnie, on reste toujours un peu dans cette incertitude. Mais c'est vrai que voilà, cette idée des sélections de tirs, je pense que pendant un certain temps, elle avait une vision qui pouvait être un peu négative. Je sais que le même Seth Partnow, dont on a parlé plusieurs fois, critiquait un peu Murray en citant la loi de Goodhart en disant dès qu'une statistique devient une cible, elle perd tout son intérêt, quoi. Dès qu'une mesure devient un objectif, elle perd sa valeur de mesure. Merci de l'avoir mieux formulé, quoi. Et c'est vrai que on a pu avoir cette critique quand les Spurs battent les Rockets. Je sais plus quelle année c'est en 2016 ou si 2017. Peut-être 2017, où voilà, ouais. il laisse complètement le mi-distance à un James Harden et à des Rockets qui ne le prennent pas en maximisant juste les deux zones et en laissant l'entre-deux complètement ouvert. Voilà, il y a plusieurs personnes qui disaient bon, ce système-là, c'est pas viable. Mais on voit qu'en réalité, si les équipes ont commencé à intégrer dans leur stratégie, dans leur recrutement, dans la façon dont elles déploient personnel sur le terrain, à savoir, on va dire, maximiser ce 3 points, et pas juste un peu d'une manière bête et méchante, un peu comme, et encore c'était loin d'être bête et méchant parce que c'était une façon de regarder qui était bon dans un modèle actuel, mais le modèle bête et méchant de Sam Hinkie qui déployait ça, quitte à avoir la plus mauvaise attaque de la ligue, entre guillemets, on voit que non, les équipes, cette augmentation du volume de 3 points ne s'est pas forcément faite de manière on prend du 3 points pour prendre du 3 points. Non, on va poser des écrans pour libérer tel ou tel joueur à 3 points. Donc il y a eu vraiment cette intégration, je dirais, intelligente, surtout ces dernières années, de l'outil 3 points dans la façon de rechercher ce qui peut amener vers une bonne attaque. Mais du coup, on voit qu'en soi, aujourd'hui, on est arrivé à ce stade où tout le monde l'a à peu près compris. C'est juste que, vu que tout le monde l'a compris, tout le monde l'applique à peu près bien. Maintenant, il faut réussir à passer à l'étape suivante, entre guillemets. Si tout le monde, comme je disais tout à l'heure, si tout le monde a cet avantage compétitif, c'est qu'il n'y a plus d'avantage compétitif. Et que du coup, en fait, avoir les joueurs qui vont optimiser, on va dire, votre personnel, tout en laissant, on va dire, cette bonne proportion de 3 points. C'est pas parce que vous avez Zion Williamson que les 3 points doivent descendre, ou Giannis Antetokounmpo que les 3 points doivent descendre complètement. Mais d'essayer d'intégrer au mieux votre personnel. Et si ce dernier penche vers les mi-distance, mais qui est vraiment bon, ne pas le freiner pour le freiner là-dessus. Et ainsi de suite, entre guillemets, connaissez votre personnel et appliquez les bonnes stratégies derrière parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de méthode magique, simplement on va prendre les tirs dans telle zone et ça va marcher, quoi. Oui, ça c'est vrai que de toute façon, c'est ça qui est bien avec le basket, c'est que c'est un sport d'interaction et il y a tellement de manières de voir les choses et c'est quand même un sport assez complexe, un jeu assez complexe. Donc là, effectivement, on parle de manière assez générale. C'est peut-être aussi ça une des leçons à retenir de cet article, c'est qu'on ne peut plus, comme tu dis, raisonner de manière trop générale en disant 3 points et lay-up. Il y a plein de subtilités qu'on peut avoir entre la manière, selon les joueurs qu'on a, selon le profil d'équipe qu'on peut avoir, selon les forces qu'on peut avoir, le type de 3 points qu'on peut obtenir comparé à juste on prend des 3 points, etc., etc. Et vraiment, encore une fois, c'est
cette espèce d'avantage qu'on pouvait avoir à l'époque parce que les autres ne le faisaient pas. Aujourd'hui, on l'a plus tout. Et alors j'ai fait 2-3 calculs très grossièrement pour essayer un peu d'illustrer ça de manière très simple. La moyenne d'un tir à mi-distance, c'est 40%. En tout cas, des longs tirs à mi-distance. Donc 40%, fois 2 parce que ça vaut 2 points. Ça veut dire que chaque tentative, elle vaut 0,80 points par tir tenté. 0,80. L'efficacité moyenne d'un tir à 3 points, c'est 35%, à peu près. On est toujours autour de cette zone-là. Donc 35, mais cette fois, on le multiplie par 3, parce que ça vaut 3 points. Et donc là, ça donne 1,05 points par tir tenté. On voit déjà que là, il y a un écart assez intéressant. Mais ce qui est, c'est pas, il y a pas que cette différence en elle-même qui compte. Je pense que ce qu'il faut retenir aussi, c'est que, encore une fois, on rappelle, en 2005, la moitié des tirs de NBA sont pris à mi-distance. Là où, à l'époque, bah oui, c'était beaucoup plus intéressant de prendre un 3 points parce que, on le voit à l'écart, 1,05 en moyenne par tir à 3 points contre 0,80. Bah oui, c'est beaucoup plus intéressant. Mais sauf que, au final, aujourd'hui, dans une NBA où tout le monde prend des tirs à 1,05, je caricature très grossièrement, mais bah, aujourd'hui, tu l'as plus l'avantage pour de rentabilité par rapport à ce tir-là, quoi. Et moi, il y a un autre, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, d'un point de vue des défenses aussi, je trouve qu'on a vu cette évolution sur la deuxième partie des années 2010 notamment, où c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à découvrir un peu tout ce qui était tactique, basket, défense, un des premiers trucs qu'on dit toujours, un des fondamentaux, c'est il faut pas aider à une passe près. C'est-à-dire que si t'es côté fort et si t'es à une passe directe du joueur qui a le ballon, tu dois pas aider parce que sinon tu vas concéder ce fameux 3 points ouverts. Et dans le contexte du début des années 2010, effectivement, quand tu as une NBA qui tourne avec des tirs très peu rentables, si tu offres un 3 points qui vaut 1,5 ou 1,05 ou 1,10 points par tentative, bah, c'est une rentabilité sur ce tir-là qui est très au-dessus de la moyenne. Donc oui, il faut pas autoriser ce tir-là. Et alors que finalement, on a vu dans la deuxième partie de la décennie que on a des équipes comme Milwaukee, comme Toronto, comme les Warriors qui n'hésitaient pas du tout à sortir très agressivement, même pour le défenseur qui était entre guillemets à une passe près, à une passe directe de l'action, et donc à concéder ces fameux 3 points ouverts de manière, cette fois, totalement volontaire. Alors que il y a 10 ans, c'était quelque chose qu'il fallait pas faire du tout. Et c'est un truc, à l'époque, je me souviens, j'avais beaucoup de mal à comprendre le raisonnement qui était derrière. Et en fait, je pense que c'est aussi une simple question de contexte, en fait, dans lequel tu évolues. C'est-à-dire que dans une NBA qui prenait peu de tirs rentables, bah, il fallait pas en offrir des tirs rentables facilement, les 3 points ouverts. Alors que dans la NBA plus récente, en fait, tu acceptes de donner ces 3 points parce que tu le fais pour protéger les tirs encore plus rentables qui sont protéger la raquette. Et je pense que cette évolution de la défense, des défenses notamment agressives, elle va un peu avec cette évolution à 3 points. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, ça va totalement. Bah, comme je disais, hein, on sent que les équipes pendant un certain temps étaient perdues entre le fait que, parce que pendant longtemps, voilà, fondamentalement, le jeu de la défense, c'était essayer de priver le plus possible l'accès à la raquette, à l'attaque en face, quoi. Alors bon, voilà, on n'a pas attendu même l'arrivée du 3 points dans la ligue pour savoir que voilà, il faut trouver toujours ce compromis entre prendre ces tirs à mi-distance et les mettre pour forcer à écarter la défense, qui va de même derrière nous faciliter à ouvrir l'accès au cercle parce qu'on aura forcé la défense à s'écarter. Et ça, pendant longtemps, ça a été la logique, mais disons qu'on fonctionnait quand même en mode un peu unipolaire, quoi. Où quand même, l'idée derrière, c'est d'aller rechercher la fin en soi, c'est ces tirs vraiment sous le panier, quoi. Et c'est vrai que la révolution du 3 points fait qu'on est un peu passé d'un monde unipolaire à un monde plutôt bipolaire, mais où autant, on va dire, le côté unipolaire, c'était quelque chose de géographiquement très concentré sur le terrain. C'est juste sous l'arceau, c'est une zone très minime. Mais aujourd'hui, ce côté bipôle avec la ligne à 3 points, là, on est sur une zone géographique complètement énorme, quoi. Et c'est vrai qu'on dit toujours, aujourd'hui, il y a toujours un peu ce cliché qu'aujourd'hui, en NBA, ça ne défend plus. Et tout simplement parce que la zone à défendre est complètement folle, quoi. Et que elle oblige clairement les défenses à savoir ce qu'elles acceptent de concéder ou non. Mais aussi, il y avait toujours ces idées entre des schémas très conservateurs, quitte à laisser ce tir à mi-distance, donc je pense qu'on va enchaîner après,
mais pour bloquer, on va dire, le 3 points et l'arceau. Mais aussi des schémas beaucoup plus agressifs qui n'hésitent pas en termes d'aide à les aider, comme tu dis, même c'est les Raptors qui sont très connus pour ça, et ça leur réussit pas trop cette saison, mais ça leur avait beaucoup réussi la saison, celle dans la bulle, celle après le titre en 2020. Voilà, des fois de laisser, c'est eux je crois qui concédaient le plus de tirs dans le 3 points, dans le corner à 3 points. Mais par contre, l'accès au cercle était complètement verrouillé avec, pour le coup, vraiment beaucoup d'agressivité dans les aides qui rappellent pas loin d'un système que j'ai toujours pas vraiment vu en NBA mais qu'on voyait beaucoup en Europe, où c'est ce qu'on appelait la wall defense, pour reprendre un terme de Stan Van Gundy, ou la next defense, où on n'hésite pas à ce que le joueur côté faible quitte carrément son joueur pour aller pour aller venir sur le porteur de balle qui, après avoir pris un écran, irait vers l'arceau, qui quitte carrément son vis-à-vis momentanément, quitte à véritablement faire un switch, à changer, et que le défenseur qui était derrière à faire ce qu'on appelle la rear view contest, normalement essayer de contester dans le rétroviseur, allait sur ce joueur à 3 points, ce qui, quand on le voit en Europe, on se dit mais c'est fou, avec la réussite aujourd'hui des équipes à 3 points, c'est pas possible de concéder ça, et pourtant en Europe c'est quelque chose qui marche très bien, quoi. Donc, mais en gros, c'est faire des rotations, des switches très agressifs. Oui. En fait, en limite, tu t'en fiches du laps de temps où tu abandonnes ton attaquant. C'est pas que tu t'en fiches, mais t'es prêt à concéder T'es beaucoup prêt à de le choses concéder, là-dessus pour gagner en derrière, en accès C'est ça, à la ouais. raquette. Mais c'est vrai que tu disais aussi beaucoup la zone du terrain a augmenté, et c'est vrai qu'on voit aussi tu parlais de bipolarisation, on a aussi des philosophies défensives notamment qui sont de plus en plus éloignées ou différentes en tout cas. Et Hétérogène. oui, tout à fait. Et c'est vrai que par exemple, moi, je l'ai pas dit, mais le pourcentage moyen d'un tir au panier, c'est 60%. Donc 60 fois 2, là on est carrément à 1,20 points de Surtout que par ça ne tir prend tenté. pas en compte tes lancers francs. En plus, ouais, tout à fait. Donc c'est vrai que dans une NBA qui prend beaucoup de tirs à mi-distance, peu efficace, t'as pas envie de donner un 3 points ouvert. Mais par contre, dans la NBA d'aujourd'hui, oui, en fait, si ça vaut le coup d'abandonner un 3 points ouvert, 1,05 points par tir tenté, pour ne pas concéder un tir à 1,20, ou comme tu dis, avec les lancers francs, ça peut être 1,30 ou plus, quoi. Donc, c'est une question aussi de philosophie, de qu'est-ce que t'es prêt à concéder, qu'est-ce que t'es pas prêt à concéder. Voilà, il y a aussi beaucoup de dilemmes qui se posent de plus en plus, quoi. Exactement, oui. Et si on fait la bascule, justement, parce que voilà, on parle de, c'est vrai que c'est toujours un peu le cliché des analytics, et c'en est dommage, qui a toujours été le 3 points, c'est mieux que le 2 points. Il faut prendre ces 3 points, et ceux qui prennent beaucoup de 2 points, surtout ces tirs à mi-distance, c'est pas très bien. En soi, ça, c'était une philosophie globale, mais qui ne voulait jamais rejeter les individus qui réussissaient vraiment bien à mi-distance. Tout à fait, ouais. Ou du moins, ça l'englobait. Je sais qu'aujourd'hui, DeMar DeRozan, qui connaît une très bonne réussite du côté de Chicago, il avait été critiqué beaucoup pour ça, certes à San Antonio, mais aussi beaucoup à Toronto. Mais je sais qu'à Toronto, pour l'avoir critiqué là-dessus, voilà, la réussite n'était pas vraiment très dingue, et surtout, elle n'apportait pas, entre guillemets, les tirs pris n'étaient pas en fait des tirs qui généraient beaucoup de choses derrière, alors que je trouve que de plus en plus, parce que c'est vrai, voilà, si on résume un peu les différentes stratégies qu'il peut y avoir, en moyenne, c'est quand même cette idée, on va dire, il y a un peu deux philosophies qui s'affrontent, qui est soit celle du drop. Le drop, c'est le système défensif de Utah, de Milwaukee, où on fait que l'intérieur, suite à l'écran, va rester assez bas, pas la ligne des lancers francs, mais pas beaucoup plus haut. Des systèmes, comme on disait, hyper agressifs, comme le switch, ou carrément, par exemple, ce que font en ce moment des équipes comme Minnesota, ou même Toronto, c'est-à-dire être très agressif, quitte à se découvrir sur des passes très intéressantes. Mais on voit que, par exemple, l'un de ces tirs-là, c'est si on prend la première stratégie qui était le drop, entre guillemets, elle offrait un peu ce tir à 2 points à mi-distance. C'est vrai que quand vous avez ces joueurs qui sont capables malgré tout d'être très intéressants derrière, en réalité, et c'est sans doute ces joueurs-là qui aussi participent. On dit que voilà, le fait que le local IFG ne soit plus intéressant, on va dire la réussite théorique ne soit plus si intéressant que ça,
ça vient certes d'un côté du fait que le 3 points, tout le monde aujourd'hui le prend de manière massive par rapport à il y a 10 ans, mais ça vient aussi le fait qu'on a des joueurs qui, on a essayé un peu d'épurer ceux qui prenaient des tirs à mi-distance mais qui en réalité n'étaient pas capables, mais ceux qui en étaient capables, typiquement Chris Paul ou Kevin Durant, il faut ne pas absolument les freiner là-dessus, parce que si la défense est prête à concéder ce tir et que ce tir vous le mettez pas loin des 50%, en réalité ça peut être un tir qui peut être très intéressant. Et si on prend, je pense, le cas de Phoenix, particulièrement clé l'an dernier, parce que ils ont rencontré beaucoup d'équipes fondamentalement qui voulaient jouer le drop, et entre guillemets, Devin Booker, Chris Paul se disaient ok quoi. Et ça, quand vous êtes une défense, prendre un tir, 2 tirs, 3 tirs à la suite, vous force entre guillemets à réagir. Les joueurs ont toujours cet aspect réactif, savoir cette envie de non, il faut quand même qu'on corrige un truc quoi. Et pour finalement soit recommencer à switcher, soit peut-être à être plus agressif, à faire monter l'intérieur plus haut, mais est-ce que ça va pas ouvrir la pocket pass derrière bref, en fait, on va commencer à se découvrir autre part et en fait générer des choses très intéressantes. Mais de l'autre côté, cette même équipe de Phoenix, à des moments, pouvait tomber un peu trop dans le mi-distance au point que il provoque peu de lancers francs, et face à des défenses qui savent très bien défendre ce genre de situation, qui peuvent changer, switcher sur les écrans, ça peut devenir un peu moins intéressant. Et c'est que contre Milwaukee, on a vu à des moments un peu ce côté passif que pouvait avoir Phoenix. Alors bon, c'était à pas grand chose du titre, mais je trouvais que voilà, cette intégration du mi-distance où certaines équipes disent c'est le tir que vous nous laissez, ça tombe bien, en fait, nous on a les joueurs pour, et on fait le pari que vous tiendrez pas tout le match à nous laisser ces tirs-là. Tout à fait, ouais. Et alors, du coup, après ce constat de dire qu'il y a plus de corrélation entre le local IFG et l'IFG réel, après avoir dit que, en fait, ça part, la perte de cette corrélation, on l'explique parce que, en fait, il y a plus d'avantage entre guillemets aux analytics puisque tout le monde s'est mis à jour. Il y a aussi, il parle un peu plus du futur. Et du coup, c'est vrai qu'on retombe un peu sur cette idée qui est aussi une idée centrale de cet article et de la suite de la NBA, c'est que du coup, en fait, c'est redevenu, je vais le formuler comme ça, une ligue de shot-making, en fait. On est repassé finalement, pendant longtemps, on avait tellement d'équipes, entre guillemets, stupides, entre guillemets, vous comprenez ce que je veux dire, mais qui prenaient pas les bons tirs rentables, qui prenaient pas, comme tu dis, les fruits bien mûrs qui pendaient bas et qui n'étaient là que pour être pris. On est passé d'une ligue assez en retard où la finalité c'était qui est le plus malin. On est passé de qui est le plus malin à, et aujourd'hui, qui est tout simplement le plus fort. Moi, je pense qu'on est passé un peu de vraiment cet avantage concurrentiel en soi par rapport aux autres à, aujourd'hui que tout le monde fait la même chose, on est retombé sur un peu, qui est le plus fort, qui met ces tirs-là. Tu parlais des Suns avec les tirs à mi-distance, qui a le meilleur shot-making par rapport à ces tirs-là qu'on va vous concéder, etc., quoi. C'est exactement ça, oui. On va dire, c'est cette idée, parce que, attention, quand on dit que ça s'inverse, c'est que ça s'inverse, en fait, par rapport aux acquis du passé, quoi. C'est pas juste, on est revenu comme avant, c'est maintenant qu'on est dans cette NBA qui a complètement intégré le 3 points, où le 3 points est utilisé par tout le monde, etc. Entre guillemets, c'est ceux qui vont être capables, avec cette sélection de tirs plutôt partagée, ou je sais pas dans quelle proportion tu disais qu'on était aujourd'hui entre 3 points mi-distance et lay-up, mais je peux te le dire, si tu veux, on est 34% au panier, 30% à mi-distance, mais c'est la mi-distance dans son ensemble, et 36% à 3 points. C'est ça. Et du coup, dans ce format-là qui est assez partagé, maintenant c'est, entre guillemets, à ceux qui sont capables, et donc ça dépend bien évidemment de votre personnel dans chaque équipe, qui sont capables d'aller dépasser ces pourcentages avec cette répartition de tirs. Et c'est que pour certaines équipes, ça va être dans le 3 points. On peut prendre le cas du Jazz, qui a un volume de 3 points bien plus important que la moyenne, même dans la NBA actuelle, et qui en plus qui l'aimait bien. D'autres équipes, qu'on disait comme Phoenix, qui vont se baser sur le mi-distance. Voilà, ça dépend vraiment du personnel. On sait que par exemple une équipe comme Atlanta, avec Trae Young, alors j'ai pas les chiffres sous les yeux, ça se trouve ça se vérifie pas, mais du moins sur les dernières années, il y avait cette part du
tir à mi-distance, mais du mi-distance qui est plutôt proche, hein, on va dire, c'est le tir à la raquette et grosso modo, c'est le flotteur, c'est le runner. Bah, c'est un tir assez important dans leur système parce que c'est le même tir qui met la menace. On dit que voilà, hein, Trae Young a une mécanique de lay-up qui est la même que celle des alley-oops pour Clint Capella ou John Collins. Et donc du coup, bah, ce flotteur est central parce que vous avez envie de lui dire, on a vu plusieurs fois en playoff l'an dernier, bah vas-y, prends-les. Et on pense que tu n'auras un moment, la réussite va jouer contre toi. Peut-être que sur ce match-là, tu vas en avoir mis beaucoup, mais le match prochain, tu n'y arriveras pas. Bah oui, sauf que c'est quand même difficile pour les joueurs, encore une fois, de concéder ce tir. À des moments, peut-être que Joel Embiid, peut-être que, je sais pas, Giannis Antetokounmpo, Julius Randle vont un peu plus monter et que ça va ouvrir derrière les alley-oop faciles pour les intérieurs des Hawks. Oui, puis ça se joue tellement au centimètre, enfin pas au centimètre près, mais un pas sur le côté, en avant, en arrière, ça se joue au détail près. Donc déjà, comme tu dis, il y a une question d'adaptation du joueur, mais même parfois, tu peux aussi être en mauvaise position de un pas sur le côté ou en avant, en arrière, et en fait, tu te fais punir de l'autre côté, quoi. Donc c'est un peu cet équilibre, quoi. C'est ça. Et donc, en fait, suivant un peu les forces de vos équipes, toujours en restant sur cette proportion, de se dire, où est-ce qu'on a intérêt un peu d'appuyer, quelles sont nos qualités, et d'essayer de les maximiser derrière, quoi. Parce qu'il cite aussi quelqu'un qui travaille dans une équipe NBA qui nous dit que effectivement, si tout le monde prend les mêmes tirs, alors de nouveau, on est repassé sur ce qui compte le plus, c'est la qualité des joueurs, en fait, tout simplement, qui va être capable de mettre ses tirs. Et donc, en général, les mecs qui mettent les tirs, ce sont les meilleurs joueurs. Et puis, il parle aussi d'une distinction assez intéressante sur la stat en elle-même, et notamment sur donc ce fameux IFG, l'effective field goal, que en fait, pendant longtemps, il y a deux notions à cette IFG, et on a souvent considéré plutôt ces dernières années un seul aspect, qui était l'aspect de la location des tirs. Donc cette IFG, encore une fois, on explique, on l'a dit en tout début du podcast, en fait, on multiplie, on donne un coefficient multiplicateur différent selon si le tir est à 3 points et à 2 points, pour essayer de revaloriser les 3 points à leur juste valeur. Mais donc c'est vrai que pendant longtemps, le fait de prendre des 3 points et donc de multiplier certains tirs par 3, ça faisait monter l'IFG. Mais sauf que maintenant que tout le monde a ce même facteur multiplicateur, cette même rentabilité, et donc multiplie son IFG par le même facteur multiplicateur, du coup, ce qui compte, ce qui va faire la différence, ce qui va faire bouger la stat, c'est le second aspect, c'est la réussite en elle-même, quoi. C'est la réussite pure, c'est le shot making, encore une fois. Et voilà, autre exemple totalement bidon et totalement grossier, mais si tu prends des 3 points, ok, au niveau de l'IFG, tu vas avoir un facteur multiplicateur par 3, sauf que si tu les mets à 30%, 3 fois 30%, ça fait que 0,90 points par tir tenté, à peine 0,90. Alors que si t'as des joueurs de folie, des Kevin Durant, des Stephen Curry qui prennent des tirs à mi-distance, comme c'était le cas à l'époque des Warriors entre 2016 et 2019, eux, s'ils mettent ces tirs à mi-distance à 60%, ton facteur multiplicateur, il est que par 2, mais 2 fois 60, ça fait 1,20 points par tir tenté. Donc là, je dis ça, c'est encore une fois, c'est un calcul très grossier, et c'est juste pour donner un ordre d'idée, mais il rappelle aussi ce truc assez intéressant que pendant longtemps, dans ce truc de l'IFG, on a pensé IFG par l'allocation des tirs, et c'était vrai, et c'était bien de le faire, je pense, pendant longtemps. Mais maintenant que tout le monde prend les tirs dans les mêmes zones et à les mêmes locations, du coup, c'est l'autre notion de l'IFG qui va un peu départager qui est bon, qui n'est pas bon, qui met ses tirs, qui ne met pas ses tirs, qui fait des bonnes stats à l'IFG ou pas. C'est tout simplement la capacité à mettre ces tirs-là, en fait. Oui, et ce qu'on peut aussi dire, c'est ce que tu as dit, c'est important, mais si on va aussi un peu plus loin, c'est on sait que voilà, ce côté où est-ce que sont pris les tirs géographiquement, c'est quelque chose qui a pas mal fait réfléchir dès la fin des années 2000, début des années 2010. Aujourd'hui, la plupart des analystes, et c'est peut-être pas un hasard justement que ça arrive à peu près en même temps qu'on a cette absence de corrélation entre où sont pris les tirs et votre réussite derrière, c'est que, entre guillemets, là où vous avez pris votre tir dit un peu, mais ne dit pas tout d'une possession. Il dit que ça, en fait. Il dit que là où t'as pris le tir, mais il dit pas la manière, il dit pas la qualité du tir, etc. Tout, parce que si ça se trouve,
je sais pas, vous générez beaucoup de tirs dans telle zone, parce que les défenses veulent absolument fermer cette haute zone du terrain où votre meilleur joueur est le plus fort, hein. C'est ce paradoxe des Warriors ou de Stephen Curry, par exemple, c'est de penser le 3 points, alors que les Warriors ont été toujours une très bonne équipe sous l'ère Curry, pour finir beaucoup près du panier avec une très bonne réussite. Curry est un fantasme. Vous regardez sa réussite à 2 points. Ah, c'est élite. Elle est vraiment élite derrière. Ouais. Et pourquoi? En même temps, oui, les défenses sont prêtes à faire des hard close-out, c'est-à-dire vraiment à monter sur lui très haut et de manière très agressive pour freiner le 3 points, ce qui en fait lui ouvre à lui et à son équipe une autre zone du terrain, quoi. Et c'est là où en fait, oui, ce que je pouvais dire un peu tout à l'heure avec le cas Sam Hinkie ou ce qu'on pourrait dire avec Houston cette année, des fois un peu le côté bête et méchant dans non, on va prendre les tirs là et puis basta, et limite je veux pas savoir à quoi ressemblent les tirs, de non, on va avoir cette stratégie, et en effet si la défense décide de se découvrir là-dessus, tant mieux, on va du coup aller appuyer là, quoi. Et c'est là où c'est quand même toujours important quand on prend ce genre de stade de se dire ok, j'ai la finalité, encore une finalité partielle, hein. On n'a pas les pertes de balles, les rebonds, les fautes provoquées et tout. Mais en plus, voilà, c'est juste au moment où le tir est pris qu'une possession, que ça soit avant et même après, c'est bien plus que ça en réalité. Tout à fait. Ensuite, il parle aussi des tirs à mi-distance. Et bon, là, on en a parlé assez largement déjà. Ça m'a fait rire. Parce qu'il a évoqué la fameuse phrase qui est beaucoup ressortie par les gens des analytics, c'est que toi aussi, tu n'as eu cesse de répéter, qui est le fait que non, en fait, l'évolution du jeu et ce que disent les analytics, c'était pas que les stars shootent moins de tirs à mi-distance. C'était surtout cette évolution que ce sont les role-players qui sont mis à prendre moins de tirs à mi-distance, et au contraire, quand leur tir qu'ils prenaient, plutôt que de le prendre des longs tirs de points, ils reculaient de 2 ou 3 pas, et ils prenaient des tirs à 3 points plutôt. En fait, c'est ça maintenant c'était ça la véritable évolution, c'est ça. C'est pas le fait que des superstars arrêtent de prendre des longs tirs à 2 points, c'est d'abord, surtout et même principalement le fait que les role-players, maintenant, prennent des 3 points plutôt que des 2 points. C'est vraiment central, ça. Ce n'est pas que 100% ça. On voit aussi une évolution dans les tirs des stars. Mais c'est vrai que aussi, ouais. Il y avait eu toute une étude de Seth Partnow, qu'on a cité plusieurs fois maintenant, qui montrait qu'en réalité, il y a une évolution chez les stars, mais qui est assez faible. Ils prennent toujours beaucoup de tirs à mi-distance parce que, ils vont réagir par rapport à ce que leur défense donne et essayer de punir quoi qu'il arrive. Mais la grosse évolution, c'est tous ces joueurs qui, en réalité, étaient des role-players, avaient un statut plutôt passif sur la possession, mais franchement, c'est une des choses les plus marquantes. Vous allez prendre un match, vous n'avez pas besoin de remonter en 2000, hein, vous remontez à un match de, je pense même 2011-2012. Ah oui, vous 2012, faites pause, la série Boston-Philadelphie, oui. Vous faites pause, vous regardez où sont placés les joueurs et vous verrez régulièrement des joueurs qui sont côté faible ou sont en tête de raquette, mais qui, au lieu d'être derrière les 3 points, sont juste 1 ou 2 pas devant, quoi. Et ça, entre guillemets, c'est quelque chose, je pense qu'aujourd'hui, c'est considéré comme inexcusable, quoi. Parce qu'il y a toujours en plus ce double aspect avec le 3 points qu'il ne faut jamais oublier, c'est que si effectivement le joueur reçoit la balle et tire, en termes d'adresse, il sera quasiment, il sera à 40% sur son tir à mi-distance, il sera à 35% sur son tir à 3 points. Et bon, en termes d'efficacité, l'un et l'autre n'ont rien à voir. Donc il y a cet aspect, on va dire, purement mathématique, mais il y a aussi cet aspect de ce qu'on appelle le spacing. En plus, si vous tenez plus loin et que le défenseur doit quand même respecter votre tir, ça veut dire une rotation plus compliquée à faire pour lui, quoi. Et cette idée de faire respirer en fait votre attaque, quoi. Et c'est vrai que c'est quelque chose où c'est là où on se dit clairement elle est là en fait la révolution, c'est de se dire mais voilà, c'est pas comme on dit purement dans la finalité, mais aussi dans le placement de vos joueurs sur le terrain, essayer de les optimiser. Et certes, avant, il pouvait y avoir un gain vis-à-vis du rebond offensif, de ceci, de cela. Mais non, vous regardez des matchs du passé, et ça, c'est quelque chose que vous verrez que vous ne trouverez pas logique, et sur lequel, entre guillemets, on n'a quasiment aucune, il y a aucune explication, quoi. C'est pour ça qu'on vous conseille de regarder les matchs d'avant avec un peu les yeux de l'amour et en mode Madeleine de Proust. Mais c'est vrai qu'au niveau du jeu, parfois, ça peut faire assez mal. Là-dessus, il donne une stat qui est assez parlante. Sur ce coup en fait, ce sont les role-players qui se sont mis
arrêter de prendre des tirs à mi-distance. Il dit il y a 10 ans à peine, donc 2011, il y avait 87 joueurs en NBA, 87 qui prenaient plus de 3 tirs par match sur des longs tirs à 2 points, plus de 3 par match en moyenne, il y en avait 87. Il y a 10 ans plus tard, 2021, il y en avait à peine 16 joueurs qui prenaient plus de 3 longs tirs à 2 points par match, et il dit même que sur ces 16, il y en a 12 qui sont en gros des All-Stars très récents ou des joueurs d'élite, quoi. Et en plus, donc, autre conséquence assez intéressante, c'est que du coup, par rapport à ça, comme les tirs à mi-distance se mettent à être pris par des joueurs très compétents pour le faire, des DeRozan, des Kevin Durant, des Stephen Curry, Devin Booker, Chris Paul, etc. En tout cas, comme ça se resserre autour de ces joueurs-là, finalement, on voit aussi apparaître une nouvelle corrélation entre le nombre le taux de tirs à mi-distance qu'une équipe prend, la fréquence de tirs à mi-distance qu'une équipe prend, et l'IFJ. Et on voit qu'il y a un espèce de lien de corrélation, il nous dit, entre le fait qu'une équipe prenne des tirs à mi-distance et le fait d'avoir un bon IFJ, et qui en fait s'explique assez facilement, puisque effectivement, plus ton équipe va prendre de tirs à mi-distance, vu qu'aujourd'hui ce sont que les stars qui les prennent, bah, plus ça veut dire que tu as des stars, et donc plus ça veut dire que, a priori, tu vas être assez bien armé en attaque, quoi. Je dis pas de bêtises, Antoine. C'est exactement ça. Ok. Qu'est-ce qu'il nous dit aussi? Ah oui, pardon. Autre possibilité aussi de comment dire, qu'il explique, en tout cas qu'il essaie d'expliquer par rapport à ce phénomène. Il y a le truc que les défenses aujourd'hui, on en a parlé un peu, mais surveillent beaucoup plus le 3 points. Donc forcément, ça peut aussi ouvrir des opportunités à mi-distance. Elles sont peut-être un peu moins préparées à mi-distance, et ce qui explique donc qu'on a aussi peut-être un peu plus cette corrélation entre le tir à mi-distance et le fait d'avoir une bonne attaque, le fait d'avoir un bon IFG. Donc il y a le fait que les stars prennent ces tirs-là, mais il y a aussi le fait que, avec ce 3 points, comme tu disais, bah, c'est une zone du terrain qui est un peu plus difficile à venir boucher et à venir défendre en cas de panique, en gros. Bah, je pense que, comme je disais tout à l'heure, il n'y a rien qui illustre ça mieux que le fait aujourd'hui que c'est très important pour un porteur de balle, et plutôt de petite taille, d'avoir ce runner, ce flotteur dans son arsenal. Oui. Qui avant était juste le registre de 1 ou 2 joueurs, hein, Tony Parker, Chris Paul. Aujourd'hui, vous verrez, voilà, quasiment, je sais pas, j'ai pas réfléchi au pourcentage, mais une grosse partie doivent avoir un peu ce tir dans leur arsenal, pour essayer ok, la défense me donne ça, je suis capable quand même d'aller les punir derrière, quoi. Tout à fait. Ensuite, il tire des conclusions, il essaie de le faire en tout cas par rapport à tout ça. Il nous dit qu'il y a un changement visible au niveau de la NBA, que ça renforce l'idée qu'il vaut mieux avoir de bons joueurs que de miser sur une stratégie. Et bon, là-dessus, je suis pas en désaccord, mais je trouve ça, pas un peu débile, mais c'est un peu grossir le trait, je trouve, pour mieux faire passer son message. En tout cas, prêter des intentions qui n'étaient pas forcément vraies. Je pense pas que personne n'ait jamais dit les analytics, c'est la stratégie en elle-même, il faut prendre des 3 points et c'est ça qui va faire gagner. Et enfin, tu vas me dire ce que t'en penses, mais même notamment un GM comme Daryl Morey, qui est un peu reconnu pour être un des pères fondateurs de ce mouvement. Daryl Morey, il te le dit à chaque fois en interview et il te le montre même dans ses trades. C'est quelqu'un qui, au-delà de sa philosophie mise en place, c'est quelqu'un qui, à chaque fois qu'il a l'opportunité, il va chercher des superstars. Il va chercher des top joueurs. Et à chaque fois qu'il est en interview, il te dit, mais non, mais la clé, en fait, c'est d'avoir 2 joueurs du top 10. Et c'est comme ça que tu gagnes le titre. On a fait plein d'études, on a vu que les équipes qui gagnent le titre, ce sont des équipes qui ont des super joueurs. Sam Hinkie, c'est un peu pareil. C'est pas son but, le tanking. Pourquoi est-ce qu'il tank à ce point et pourquoi est-ce qu'il l'a fait aussi outrageusement à Philadelphie? Parce que tanker, ça te permet d'avoir les meilleurs pourcentages de chance à la loterie, donc d'avoir les meilleurs choix, et donc d'avoir des superstars. Parce que le meilleur moyen d'acquérir des superstars, quand tu n'es pas Los Angeles ou New York, c'est par la draft. Et donc c'est par le tanking. Mais donc l'idée derrière de ces gens-là, Sam Hinkie, Daryl Morey, etc., on peut parler aussi de le Golden State, Analytics, mais il y avait surtout Kevin Durant, Stephen Curry, Klay Thompson. Miami, Analytics, en tout cas le début de l'ère du drive-in kick et du 3 points, mais il y avait quand même LeBron James, Dwayne Wade et Chris Bosh. Enfin bref, tous ces gens-là qui ont mis en place les analytics et le fait de rechercher la rentabilité des tirs,
je pense que là, il grossit un peu trop le trait pour faire passer son propre message, ou je sais pas, mais c'est aussi des gens qui considèrent, mine de rien, et même surtout que, oui, le système, ça fait pas tout. La rentabilité des tirs, ça fait pas tout. Ce qu'il faut, évidemment, c'est avoir des superstars. Et là, il nous dit que c'est un peu la leçon, c'est que ça renforce l'idée qu'il faut mieux préférer des bons joueurs que de tout miser sur la stratégie. J'ai envie de dire, bon, ça on le savait, quoi. Oui, et après c'est toujours un peu compliqué de voir la frontière entre idéologie et pragmatisme, hein. Oui. Ce qui pouvait paraître pragmatique aujourd'hui, d'avoir forcément de faire passer son jeu offensif par un intérieur au poste, serait considéré complètement idéologique aujourd'hui, hein. On a bien vu le passage de Phil Jackson à New York, où il y avait une certaine idéologie, et ça a été considéré comme une idéologie parce que ça a été un échec total. À l'inverse, bah voilà, quand vous réussissez, ça devient quasiment pragmatique, quoi. Parce que bah oui, pendant longtemps on a pu dire Daryl Morey c'est un idéologue dans sa façon d'aller rechercher ses coachs, de recruter son personnel et d'essayer de déployer un certain style de jeu. Mais si aujourd'hui tout le monde a plus ou moins ce style, est-ce que c'était un idéologue ou est-ce que c'était un pragmatique? Bref, oui. c'est une certaine Oui, parce manière. qu'en fait, c'est comme Pep Guardiola, enfin, il joue avec des passes courtes et toutes ces bêtises, mais pour lui, il est pragmatique dans sa tête, en fait. C'est que lui, il pense que c'est le meilleur moyen de gagner un match de foot, c'est de jouer ce style-là. Pragmatique, ça veut pas forcément dire on met le bus derrière, quoi. Et c'est vrai que, comme tu dis, c'est peut-être aussi, on l'a vu comme un idéologue parce qu'il sortait du lot, mais peut-être que Daryl Morey, comme tu dis aussi, bah juste, il était pragmatique, en fait. C'est ça, et aujourd'hui, même un Mike D'Antoni, même un Mike Budenholzer, Tout à des fait. coachs qu'on pourrait dire qui ont certaines idées, restent fondamentalement des pragmatiques, et voilà, après c'est toujours un peu une frontière aussi entre on a notre système, on lui fait confiance et ce qui va nous permettre de gagner, plutôt qu'un système où on expérimente vachement et on va voir ce qui réussit derrière. Vous verrez des exemples un peu dans les deux cas qu'on réussit, quoi. Donc c'est vrai que là-dessus, non, une stratégie, ça reste important. Vous ne pouvez pas juste avoir des stars, les déployer sur le terrain et dire bon voilà, c'est bon, on va aller gagner derrière. Non, il y a toujours ces questions d'alchimie, de comment bien placer les joueurs, les faire interagir entre eux. Est-ce que j'essaye de les mettre ensemble ou est-ce que j'essaye de séparer leurs minutes? Bref, il y a plein de questions à se poser, et c'est juste voilà, avant vous aviez un avantage compétitif énorme à aller plus tôt, parce que plutôt que de dire prendre des 3 points à prioriser, parce que c'est toujours ça, hein, on va prioriser certaines choses dans le recrutement, dans ceci, dans cela, d'essayer d'aller prioriser le 3 points, quitte à concéder sur d'autres domaines, je sais pas, le rebond offensif, etc., parce qu'on pense que derrière il y a quelque chose à maximiser là-dessus. Et ils ont eu raison, et c'est vrai qu'aujourd'hui, la réussite est là, et le succès, on va dire le côté à double tranchant de cette réussite, c'est que maintenant elle est complètement acceptée. On ne peut plus donner aujourd'hui la priorité aux 3 points. En fait, si tout le monde un peu le fait, il faut aller rechercher, tout en gardant cette importance-là, aller rechercher des avantages ailleurs. Tout à fait. Mais c'est vrai que je trouvais cette manière de formuler un peu ambiguë, parce que c'est vrai que, encore une fois, malgré ce qu'on peut dire de eux, de Daryl Morey, de Sam Hinkie, eux aussi, ils recherchaient d'abord et avant tout des superstars, quoi. C'est même ça que Sam Hinkie, c'est pour ça qu'il a été cloué au pilori, c'est parce que ce tanking qui recherchait les superstars, ça lui a coûté son poste. Mais bref. Oui, et que si on y revient, cette idéologie qu'il avait à l'époque d'aller rechercher, pareil, le 3 points et le lay-up, qui certes en termes des résultats n'a pas marché, mais bon, vu le personnel, qu'est-ce qui aurait marché? Est-ce que Et ça aurait c'était pas aussi été une pire? manière de détecter un certain nombre de joueurs intéressants et aller regarder le roster des Summer League ou même des effectifs à un moment qui avaient été, et vous retrouverez un nombre étonnant de joueurs qui étaient passés sous les grands radars de la draft et qui aujourd'hui sont des role-players ou des cadres assez affirmés dans beaucoup d'équipes. Robert Covington, TJ McConnell, Jeremy Grant, Rishon Shengun, Holmes, Alex Caruso. Mais bon, aussi. bref. Non, et du coup, je préférais la manière dont ensuite il cite quelqu'un qui travaille dans une équipe NBA dans l'article, et je préférais cette manière-là de le formuler, effectivement, qui était de dire, le mec dit que le succès offensif a toujours été lié à la qualité des joueurs, mais avant, c'est vrai que c'était plus facile de surmonter un différentiel de talent pur, de qualité de joueur, avant, alors que c'est vrai que maintenant, c'est beaucoup plus difficile de le faire, parce que voilà, tout ce contexte d'analytics, tout le monde est mis à jour, donc
finalement, quand il y a une différence de talent pur, on peut pas la compenser aussi facilement qu'avant de par un profil de tir. C'est un peu ça l'idée, et je préfère un peu cette formulation qui décrit aussi dans l'article. Et puis une autre personne qui travaille dans une équipe NBA, encore une fois, on ne sait pas qui c'est, c'est peut-être Tom Thibodeau. Donc il disait aussi que le raisonnement à l'époque, c'était surtout de se dire allons-y, shootons plein de 3 points, et pendant que l'adversaire va prendre des tirs à 2 points. C'était ça un peu l'idée, mais sauf qu'aujourd'hui, tout le monde l'a compris. Donc tu peux pas se faire ce raisonnement parce que l'adversaire en face, il va pas prendre des tirs à 2 points pendant que toi tu prends les 3 points. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un peu cette idée que il y a plus du tout cet avantage, comme on disait, concurrentiel du marché. Et là, il cite quelques exemples de MLB. Est-ce que tu veux que je m'en occupe ou est-ce que tu veux le faire, du baseball? Vas-y. Non, effectivement, très rapidement, il parle de ce qu'on appelle le framing. Donc, je vais rester très, très global, mais en gros, il y a une zone dans laquelle le lanceur doit lancer la balle. Et s'il le met pas dans la zone, c'est une faute pour le lanceur. Et en gros, on s'est rendu compte qu'avec l'arrivée des analytics qui ont commencé à récolter des données, on s'est rendu compte que le catcher, donc le mec qui rattrape la balle quand la balle est lancée, il y en avait certains qui, très subtilement, un peu mesquinement, au moment de recevoir la balle, remontaient la main dans la zone, et comme ça l'arbitre, il voyait que la balle était arrivée dans la zone. En tout cas, il pensait que la balle était arrivée dans la zone, et que du coup, c'était un énorme avantage. On s'en est rendu compte que c'était une plus-value défensive assez énorme. Et effectivement, au début, on a vu ça, mais il dit aussi que avec le temps, en MLB, dans le baseball, finalement, tout le monde s'est un peu mis à le faire du coup, en découvrant un peu ce phénomène, et que on n'a plus des écarts aussi grands, quoi. On n'a plus un différentiel aussi grand entre les meilleurs et les moins bons ou ceux qui le font pas. Aujourd'hui, tout le monde le fait. Et c'est un peu pareil avec le 3 points. C'est vrai qu'il fait un assez bon parallèle là-dessus. Moi, il y a un autre exemple de baseball peut-être encore plus parlant. Je sais pas si t'as lu ou si t'as vu Moneyball. Moi, je vous le conseille de lire le livre qui est vraiment extraordinaire. Mais même en termes de construction d'équipe, si je sais pas si tu te souviens de l'histoire, mais en gros, au début des années 2000, ou même ça a commencé avant dans les années 90, les mecs savaient pas évaluer les joueurs, quoi. Ils le faisaient pas de la bonne manière, en tout cas, ils regardaient pas les bonnes stats. Et en gros, l'équipe de Oakland, qui avait un budget, un salary cap beaucoup plus réduit que d'autres grosses écuries, ils ont gagné parce qu'ils sont allés récupérer des joueurs. C'était la seule équipe à regarder les bonnes stats. En gros, je caricature, mais je caricature beaucoup, mais c'est un peu ça. Et donc, en termes de scouting et de construction d'équipe, ils ont pu gagner face à des équipes qui avaient beaucoup plus d'argent, parce que eux, ils avaient cet avantage-là. Mais sauf que, pareil, 20 ans plus tard, et même déjà 10 ans plus tard, c'était fini, en fait. Il y avait plus du tout cet avantage sur le marché, cet avantage concurrentiel, parce que tout le monde s'était mis à jour. Et c'est un peu la même chose qui nous explique aussi tout au long de cet article, et par rapport à le dilemme entre qualité de joueur et profil de tir. Et voilà, il y a d'autres exemples comme ça qu'on pourrait trouver, même dans la vie de tous les jours ou autre que dans le sport, hein, mais c'est ce truc d'arriver le premier. Voilà, par exemple sur YouTube, les plus gros youtubeurs de France, c'est aussi des mecs qui ont commencé et qui ont réussi parce qu'ils étaient là en premier. Et finalement, tu ferais la même chose que Cyprien ou Norman aujourd'hui, mais t'aurais pas le même succès. Parce qu'en fait, ils étaient les premiers, ils ont réussi à construire là-dessus. Aujourd'hui, le contexte est différent. Et bref, c'est un truc assez classique finalement en économie, qui peut s'appliquer à plein d'endroits. Et voilà, le thème, c'est un peu que en ce moment, en NBA, on est un peu en train de se prendre dans la gueule cette espèce de retour un peu à la normale où tout le monde est sur le même pied d'égalité. Et comme on disait, du coup, on retombe sur une NBA qui devient une NBA de shotmaking où c'est plus qui est le plus malin, qui prend les tirs les plus malins, mais tout simplement qui est le plus fort, en fait, tout simplement. Oui, c'est ça. C'est ce qui est intéressant, peut-être, je sais pas si tu veux finir. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, d'un côté, on peut se dire, il y a des chances que dans l'histoire de la NBA, il existera jamais un tel avantage qui a existé quand même pendant pas mal d'années, qui a mis autant de temps à être saisi, quoi. Et que c'est probable qu'en fait la révolution du 3 points qu'on a vécue sur la dernière décennie, on peut se dire c'est pas improbable qu'il y aura jamais excepté changement de règles bien évidemment, une telle révolution, qu'un tel avantage qui attend quelque part mais qui n'a pas encore été vraiment découvert et maximisé, quoi. Donc d'un côté on va dire on a cette pensée là, et de l'autre côté c'est vrai que nous là aujourd'hui on se place plutôt
on va dire, à la fin de cette révolution, et forcément on a tendance à voir les choses par ce spectre. Mais si on se met aussi à la place des personnes qui étaient avant, voilà, il y a cette idée de se dire que fondamentalement, ce qui était vu, parce que eux, je pense que par exemple, typiquement, si on place un peu au début de la NBA, quand l'horloge était arrivée, l'horloge des 24 secondes, à milieu des années 50, là, on était sur un jeu très lent. Le côté intéressant était en fait d'avoir un jeu extrêmement rapide derrière, quoi. Et il y avait un avantage compétitif à avoir ce jeu très rapide et à le lancer. Les Celtics, les Celtics de Bill Russell étaient l'une des équipes les plus rapides, on peut le dire d'ailleurs, de l'histoire de la ligue, parce que le rythme de jeu a diminué nettement après, quoi. Et c'est vrai que d'un côté, on a envie de se dire, bah voilà, c'est tentant d'aller accuser les personnes d'il y a 20-30 ans d'avoir ces œillères et de ne pas voir quelque chose. Et nous, derrière, de se dire, bon bah voilà, la révolution des 3 points, il y aura sans doute jamais quelque chose de similaire derrière, quoi. Et faut pas oublier un peu ces deux aspects, essayer de se mettre à la place des deux endroits pour se dire, bon, aujourd'hui, on voit cet avantage compétitif qui est partagé au point où, en fait, il n'est plus du tout concurrentiel, plus du tout compétitif parce que justement partagé. Mais aussi de se dire, bah voilà, le sport est pas forcément le milieu complètement méritocratique qu'on imagine, hein, parce que voilà, il y a toujours des personnes qui gagnent, qui perdent. Il y a la vérité du terrain qui serait toujours censée être là. À la vérité, on voit que non, les idéologies un peu passées influent sur ce qu'on considère intéressant, pas intéressant, viable, pas viable, et jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui arrive. Au début, ça marche pas trop, puis une deuxième personne arrive, et là, ça marche beaucoup, et tout d'un coup, tout le monde adopte ces stratégies, et on se dira après, mais pourquoi on l'a jamais vu avant, quoi. Du coup, c'est un peu compliqué de trouver cet entre-deux, entre se dire, bon bah voilà, le 3 points, il est apparu dans la ligue en 1980, et c'est finalement quasiment 30 ans plus tard qu'on a commencé à comprendre tous les avantages et tout l'intérêt qu'il y avait à le prioriser. Et de l'autre côté, de se dire, bah voilà, est-ce que aujourd'hui, il n'y a plus rien à découvrir, tout le monde switch, on a une grosse flexibilité défensive, offensivement, on essaye, bah voilà, d'aller gagner les petits trucs à droite à gauche, même sur le mi-distance, et qu'en fait, il n'y a plus d'avantage nulle part. Bah, il y a peut-être quelque chose qui nous attend encore, mais bon, comme je dis, moi j'avoue être sceptique, mais faut avoir cette prudence quand même. En fait, on sait pas. Enfin, en tout cas, par définition, les révolutions un peu qui nous prennent par surprise, elles nous prennent par surprise. Donc, mais tu sais, même, alors je sais pas toi, mais moi-même, j'avais l'impression que en 2017 ou en 2018, ça y est, qu'on était un peu arrivé à la fin, quoi. Et en fait, non, ça a continué. Donc c'est vrai que pour l'instant, enfin, on sait pas trop dans quelle direction ça pourrait aller. Après, bon, merci Adam Silver va peut-être changer des règles, changer des angles de caméra, faire n'importe quoi. Ça va peut-être aussi arriver à impulser certains changements. Mais non, mais plus sérieusement, c'est vrai que il conclut un peu comme ça en disant que son article, en disant que pour l'instant, a priori, comme tu dis, on sait pas, on sait jamais, mais a priori, tu sais, il y a les fameux 4 factors, les 4 facteurs principaux pour évaluer une attaque et même une équipe. Et donc l'IFG est un de ces 4 factors. Et que donc aujourd'hui, peut-être les équipes vont essayer de trouver d'autres avantages à exploiter sur les 3 autres critères statistiques, donc les turnovers, rebonds offensifs ou la capacité à aller sur la ligne des lancers francs, parce que c'est vrai que pour l'instant, ça ressemble en tout cas à une situation où on a un peu épuisé, on a un peu maximisé jusqu'à la moelle les avantages qu'on pouvait trouver à l'IFG, quoi. C'est un peu ça l'idée, même si, comme tu dis, on sait jamais. J'avais je sais pas si tu veux rebondir là-dessus, sinon moi j'avais 2 petits trucs à te soumettre, des interrogations par rapport à cet article. Déjà, première chose, parce qu'il parle beaucoup de shot quality dans cet article, mais je crois qu'on l'a un peu évoqué, mais surtout il fait beaucoup référence aux zones du terrain où sont pris les tirs, et finalement la conclusion c'est que bah voilà, il faut chercher un peu ailleurs parce qu'au niveau de l'IFG, au niveau de la shot quality, on est un peu arrivé au bout. Bah moi je suis pas sûr, dans le sens où peut-être qu'on est un peu arrivé à la fin de la shot quality très grossière au niveau des zones du terrain. Et que peut-être la qualité des tirs, va falloir essayer de creuser un peu dans des zones un peu plus détaillées, et que ce soit est-ce que le tir est ouvert ou pas ouvert? Quel est le joueur précisément qui prend le tir ou pas? Est-ce qu'on est sur du catch and shoot ou du pull-up? Est-ce qu'on est sur du catch and finish ou sur une touche en plein milieu de la raquette où il y a 5 défenseurs autour, etc., etc. Est-ce qu'on a des lay-ups ouverts?
ou est-ce qu'on a plutôt des trucs assez compliqués? Donc finalement, le coup de, on est un peu arrivé au bout de la shot quality, je suis d'accord, mais que dans l'aspect de les zones du terrain finalement. Et je pense C'est qu'il ça. y a encore pas mal de choses à faire du côté de tout le reste en fait. On retrouve la révolution dans le football avec les XG, Tout à fait. où fondamentalement on essaye d'apporter de plus en plus de données pour les nuancer et justement de voir s'il n'y a pas des aspects qui sont plus ou moins intéressants. L'un des cas qu'on pourrait voir si on prend les dernières années, c'est le cas dans le type d'action qui est le main à main, le hand-off, qui est complètement monté en flèche ces dernières années, alors que c'était quelque chose qui était relativement peu pratiqué jusque-là, et qu'on peut se demander, parce qu'en fait, à mon avis, ce que tu proposes, je pense que les franchises l'ont déjà. Tout à fait, oui. Des outils statistiques forcément, ils ont accès à plus de données, ils travaillent mieux cette donnée et du coup, ils doivent arriver à des choses assez similaires. Ils ont surtout des données personnalisables par rapport aux joueurs et même personnalisables par rapport aux situations, je pense. Oui, voilà, parce qu'après, l'idée, c'est d'y intégrer la création collective ou peut-être plutôt que de voir la finalité dans le tir, fondamentalement de voir qu'est-ce qui crée le plus de décalage, ces situations de 4 contre 3 qui, après, peuvent être maximisées ou non par les role-players que vous avez derrière. Tout à fait, ouais, tout à fait. Donc je pense que au niveau de la qualité des tirs, la fameuse shot quality, on est arrivé au bout de peut-être des zones du terrain, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à creuser en tout cas. Comme tu dis, je parle sur le plan médiatique, pour nous spectateurs, mais comme tu dis, peut-être que les franchises, sûrement même, elles ont déjà ces éléments-là. Et puis l'autre truc qui m'a fait un peu, enfin pas réagir, mais j'ai vu un commentaire Twitter sur l'article d'un mec. Alors il s'appelle Basketball Strategy et il a 500 abonnés sur Twitter, donc c'est pas non plus un gros mec. Mais il disait une remarque assez intéressante, je trouve. Et il a un site internet, il a l'air de faire quelques trucs, de s'y connaître. Mais en gros, il dit, l'article est bien, mais si tu refais ton étude en te concentrant sur simplement les 10 meilleures équipes de NBA, à quel résultat t'arrives? Et lui, il nous dit que, en fait, t'arrives au même résultat qu'avant. C'est-à-dire que les meilleures équipes et les meilleures attaques, en fait, elles prennent toujours plus de 3 points que les autres et toujours plus de lancers francs que les autres. Et bon, je suis pas allé vérifier exactement, mais je trouvais que la remarque était intéressante parce qu'on peut se dire aussi, on peut se poser la question, en tout cas le raisonnement est assez légitime et je sais pas ce que t'en penses, mais est-ce que vraiment on a besoin d'étudier ou est-ce que c'est pertinent d'étudier ça à l'échelle de l'NBA? Parce que finalement, lui, ce qu'il dit, c'est que en fait, il s'en fiche un peu, il dit on s'en fiche des 20 équipes les plus nulles, les plus nulles, les moins bonnes équipes, les 20 équipes qui sont moyennes ou mauvaises. En fait, on s'en fiche un peu. Est-ce qu'on est vraiment obligé de faire des raisonnements, de faire des calculs par rapport à tout ça, d'essayer d'établir des liens de corrélation avec ça? Alors qu'en fait, ce qui nous intéresse et ce qui serait peut-être plus pertinent à étudier, c'est peut-être à une échelle plus resserrée, quoi. Est-ce que finalement, étudier la NBA dans son ensemble, c'est pertinent? Parce qu'aujourd'hui, on parlait de Sam Hinkie à l'époque qui avait une équipe désastreuse, mais qui appliquait ses principes. Mais même aujourd'hui, on a Houston qui le fait, comme tu l'as dit. On a OKC qui le fait. On a Détroit qui essaie de le faire un tout petit peu. Est-ce qu'elles viennent pas un peu faire du bruit statistique? Elles viennent pas un peu fausser l'analyse qu'on pourrait en avoir? Et est-ce que ça serait pas plus pertinent juste de se concentrer sur les meilleures équipes, quoi? Probablement. On dit par exemple toujours que, je crois que c'était Ben Taylor qui avait dit que aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut utiliser presque plus le net rating que le bilan pour connaître la véritable qualité d'une équipe, donc entre guillemets sa marge de victoire, plutôt que le nombre de victoires qu'elle a pu avoir. C'est plus parlant de son succès et de ce qu'elle peut faire en play-off derrière. Mais tout ça en sachant qu'en réalité, ce net rating contre les équipes qui ont un bilan inférieur à 50% ne prédit absolument pas votre succès en play-off derrière. Oui. Donc voilà, c'est toujours le cas que les statistiques, c'est toujours tentant d'extrapoler, de leur faire dire plus que ce qu'elles disent réellement. C'est toujours ce danger et je pense qu'on est tous coupables. Donc peut-être que oui, si on se concentre sur le haut du panier, peut-être que dans cette NBA où tout le monde sait quels sont les tirs intéressants, peut-être aussi que les meilleures équipes on va dire Sac Phoenix ou Brooklyn vont rechercher des choses différentes et on va avoir un Utah qui eux vont prendre beaucoup de 3 points. Je crois qu'ils ont un taux de pull-up à 3 points par rapport au catch and shoot qui est vraiment très élevé, donc on sent bien que là il y a une recherche intentionnelle claire et nette de mettre l'accent là-dessus.
Je suis pas sûr qu'à Golden State soit le cas, et à Golden State qui prend aussi beaucoup de 3 points, peut-être qu'il y a un aspect, je suis pas sûr, j'ai pas été vérifié, mais qui est que ils ont beaucoup de 3 points parce qu'en réalité, c'est eux qui arrivent à ouvrir énormément cette zone du terrain, et que c'est oui, forcément, si c'est des 3 points qui sont ouverts en catch and shoot, c'est des équipes, tout le monde voudra avoir ça, mais il y a peut-être que eux qui sont capables de le générer, quoi. Donc c'est vrai que c'est toujours aussi important des fois de, comme tu dis, plutôt que de considérer la ligue dans son ensemble, de s'intéresser à la partie qui marche vraiment, parce que voilà, la partie qui ne marche pas, c'est peut-être des équipes en reconstruction, c'est des équipes qui, entre guillemets, ne sont pas vouées à avoir du succès cette année-là en NBA. Pourquoi les prendre dans l'échantillon? Je pense que oui, ça serait intéressant d'avoir les deux, en effet. On pourrait peut-être créer un net rating versus les 10 équipes les meilleures de NBA, ou versus les 10 équipes au classement qui sont plus proches de toi. Mais après, le problème aussi, c'est que on va rencontrer aussi peut-être un problème d'échantillon, du coup. C'est ça. Parce que c'est toujours le risque, c'est ce qu'on oui. dire tout à l'heure avec la comparaison avec les XG et cette shot quality qui intègre de plus en plus de choses. C'est peut-être qu'à un moment, en fait, tu vas baser ta réussite sur une situation qui est tellement rare que, là-dessus, telle situation, ça fait 75% de réussite, mais il y a eu que 4 tirs qui ont été pris et 3 qui ont été rentrés, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire 4 tirs? C'est rien dessus, donc c'est vrai que c'est toujours un peu le danger. Même si on fait un net rating sur les versus les très bonnes équipes de NBA, même si, est-ce qu'on pourra se fier au résultat si c'est sur 10-15 matchs, peut-être? Sachant que parfois t'as même des matchs, des grosses affiches qui tombent un peu à l'eau parce qu'il y a des joueurs en repos, il y a des joueurs blessés, enfin bref, tu arrives assez vite à une limite au niveau de l'échantillon. Mais donc voilà.